Merci de suivre la TFM, il est 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. L'État aurait-il semé la discorde en annonçant avoir casqué plus de 300 milliards pour pacifier le secteur de l'enseignement supérieur? En tout cas, l'annonce de ce budget colossal fâche le SAES. Le syndicat demande à Mary-Teuw Niane de s'expliquer sur l'utilisation de cette enveloppe. Vous entendrez Moustapha Sall, il est chargé de revendications au niveau du SAES. Les transporteurs sont prêts à baisser le prix du transport si le gouvernement leur fait des propositions. Déclaration faite au cours de leur congrès d'investiture, lequel a de nouveau porté Gora Khouma à la tête de la corporation. Il rempile pour un mandat de 3 ans. À Saint-Louis, des talibés remplacent des femmes de ménage aux tâches domestiques. Une situation qui prévaut depuis que ces dernières parviennent à trouver du boulot dans les agro-industries. Dans la vieille ville, le phénomène inquiète ONG et maîtres coraniques. Ils dénoncent avec fermeté la traite de ces enfants. Enfin, en lieu et place d'une commission, c'est désormais une délégation générale qui va organiser le pèlerinage à la Mecque. Une décision de l'État du Sénégal qui enchante les voyagistes privés. Vous les entendrez avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc en titre. Les 300 milliards annoncés par Mary-Teuw Niane seraient-ils les 300 milliards de la discorde? Mais avant d'en parler, ce drame qui vient allonger la liste des Sénégalais décédés à l'étranger. Le corps de Pape Modou Diagne, 25 ans, a été retrouvé flottant dans le canal Saen Sep à Bangkok, en Thaïlande. C'est son épouse thaïlandaise âgée de 47 ans qui a signalé sa disparition depuis dimanche dernier. La police locale l'a repêché grâce au signalement des habitants de la commune. Le corps de Pape Modou Diagne a été acheminé à l'hôpital de la police pour autopsie. L'annonce de plus de 300 milliards de nos francs pour satisfaire les doléances des enseignants du supérieur agace le SAES. Moustapha Sall, chargé de revendications au niveau du syndicat, veut que son ministre de tutelle éclaire l'opinion sur l'utilisation de cette importante somme d'argent. Il va même jusqu'à demander à l'OFNAC de s'autosaisir de cette affaire. Un énième rebondissement donc dans ce bras de fer qui oppose État et syndicats d'enseignants. Aminata Mbaresso, Thierno Laurent Mendy. 300 milliards de francs CFA, c'est la somme destinée à la plateforme revendicative du SAES. L'annonce est du ministre de l'Enseignement supérieur. Moustapha Sall, chargé des revendications dans ce syndicat, veut une autosaisine de l'OFNAC sur l'utilisation de cet argent. On aimerait bien que toute la presse vienne voir dans les universités où se trouvent les 300 milliards. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas où est-ce que j'ai 72 milliards d'œuvres sociales sur moi. Et donc, au niveau des universités, les amphithéâtres sont bondés. Il manque de la craie, il manque de tout. Et que Mary-Teuw aujourd'hui se permet de dire qu'ils ont mis 300 milliards avec des contradictions. Il faut que l'OFNAC se saisisse de cette question, de voir où se trouvent les 300 milliards entre Mary-Teuw et les recteurs qui gèrent cet argent-là. En tout cas, nous, au SAES, on n'en trouve pas. À propos de la condition posée par le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'application de la réforme sur les titres, ce membre du SAES dit ne plus en vouloir. Pour la réforme des titres, personnellement, j'en veux plus. Je vais me conformer à la loi 81-59 et mes charges horaires de l'article 4 de maître assistant. Je ne ferai que des TD et je ne vais plus encadrer jusqu'à ce que la réforme entre. Donc... Une énième sortie du ministre Mary-Teuw Niane qui risque de raviver la crise universitaire. Quand on a rencontré le gouvernement, il était muet comme une carpe. Alors, tout ce qu'il a dit hier, est-ce que le gouvernement a eu l'honnêteté de le dire devant les syndicats? En tout cas, on n'a pas entendu. Donc, sur ces questions de menaces, nous, vraiment, ça nous laisse au pôle Nord, ça ne nous empêche pas de dormir. Le SAES n'a pas encore donné sa position officielle sur les mises en garde du ministre de l'Enseignement supérieur, mais Moustapha Sall indique que le SAES continue de dérouler son plan d'action, cela malgré les menaces du ministre. Et nous restons avec cette crise qui secoue le monde de l'enseignement supérieur. Maître Ousmane Seye demande aux enseignants de suspendre leur grève et de s'asseoir autour de la table des négociations avec le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Adiatala Youssou-Barou. Le dialogue social est primordial. Aujourd'hui, ce qui est urgent, plus urgent que le dialogue politique, c'est le dialogue social. Le dialogue avec les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs, les syndicats de santé et surtout les syndicats d'enseignants. Parce que quand même si les revendications sont légitimes, il faut que ces revendications soient raisonnables.
On ne peut pas allouer l'ensemble des ressources publiques à des fonctionnaires, à des syndicats. Le reste des populations aussi est intéressé par la redistribution des richesses nationales. Donc moi j'appelle quand même les syndicats à plus de responsabilité dans leurs revendications, et je demande aussi au pouvoir effectivement de tendre une oreille attentive à leurs revendications et trouver une solution consensuelle. Gora Khouma rempile pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal. Il a été réélu lors d'un congrès d'investiture par ses camarades au cours de cette assemblée générale. Les transporteurs se sont dit prêts à baisser le prix du transport si le gouvernement leur fait des propositions. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian ont assisté à ce congrès, leur compte rendu. Le prix du carburant a été revu à la baisse par le gouvernement, sans que celui du transport ne s'en suive. D'accord sur le principe, les transporteurs estiment que la balle est dans le camp du gouvernement. Moi, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Quand je me battais pour la baisse du prix du carburant, j'avais le soutien de la population. Je dois être honnête. Pour que le dû que j'ai, je le partage avec mes premiers partenaires qui sont les passagers. Mais ce n'est pas le syndicat qui est habilité à baisser le prix du carburant. Le rôle, c'est l'État. C'est le ministère du Commerce, Transport et les acteurs routiers. On se met autour d'une table pour pouvoir d'accord sur un prix. L'ouverture de la frontière gambienne, les transporteurs sénégalais n'en veulent pas. Pour que la fermeture... Nous, les institutions, les consignes qu'on avait données, c'est de faire le contournement. Gora Khouma, réélu pour 3 ans, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers en profite pour régler ses comptes à ses détracteurs avant de sommer ses camarades de trouver une relève pour 2019. Je continuerai cette lutte et je ferai encore de mon mieux. Comme j'ai annoncé ma démission, je ne veux pas marcher lentement. Je vais marcher autrement. Pour que les gens ne se soucient pas de moi que je veux me débarrasser du syndicat, c'est pourquoi maintenant Gora Khouma d'hier est différent de Gora Khouma. Je vais tout faire pour ne serait-ce que pour montrer que non seulement j'en ai assez, mais j'ai le courage et je me battrai pour que les acquis soient multipliés de ça même. En congrès d'investiture, les camarades de Gora Khouma ont changé le nom de leur syndicat. Désormais, c'est l'Union des routiers du Sénégal. En marge de ce congrès d'investiture, le Cheikh Diop de la CNTS-FC s'est également prononcé sur les relations tendues entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Selon lui, il est temps que le chef de l'État rencontre les syndicats afin d'instaurer un climat social acceptable. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Il urge aujourd'hui de procéder à une rencontre pour vider le passif social qui agite le climat social du pays. Ce passif social a pour nom ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enseignement supérieur, dans le secteur des collectivités locales, au niveau des entreprises en difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous devons rencontrer les chefs de l'État, non pas pour renégocier des accords déjà signés, mais plutôt pour discuter du comment nous devons vider ce passif social qui agite le climat syndical. Destination Matam, sur place, l'exploitation d'un nouvel aménagement hydro-agricole sème la zizanie dans la commune de Boki-Diawé. Sur place, les habitants fustigent la présence des paysans dans le nouveau périmètre. Elles sont descendues dans la rue pour manifester leur colère. Une correspondance signée Ali Bandagnan. Sont sortis en masse, ces populations de Dungouro Tcherno manifestaient leur colère. Ces villageois de la commune de Boki-Diawé au cœur du Nguénar, qui attendent depuis plusieurs mois la fin des travaux d'aménagement de leur terre de culture, disent aujourd'hui subir un véritable dictat de la part des autorités de la SAED avec une complicité de l'administration locale. Le village de Dungouro Tcherno a alerté en adressant des lettres de réclamation aux autorités locales et administratives de la région. La seule réponse qui nous est parvenue, c'est celle du sous-préfet Dogo, qui nous a conviés à une rencontre à la commune de Boki-Diawé. Et au sortir, nous avons signifié qu'il était impossible de partager 269 hectares entre 4 villages. Par la suite, la SAED, à travers ses agents, est revenue au village pour nous dire qu'elle était prête à renouer le fil du dialogue avec les habitants du village de Dungouro Tcherno et a fait la proposition suivante. Le partage se fera comme suit. D'abord, les adhérents
ensuite les propriétaires terriens et enfin les 4 villages feront des propositions concrètes pour le reste des autres villages. Ils ont fait entendre qu'ils se partageront équitablement le casier avec les autres villages. Pour parer à toute éventualité, devant la situation très tendue entre les villages, nous alertons pour informer l'opinion publique de la situation qui prévaut et nous ne ménagerons aucun effort pour supporter cette injustice. Visiblement très engagés dans ce combat, les populations de Doumgououro-Tcherno, soutenues par les ressortissants de ce village à l'étranger, ne comptent pas céder leur terre aux paysans de Mbahana. Nos tentatives de recueillir la réaction des autorités de la SAED sont en tout cas pour le moment restées toutes vaines. Notre reportage du jour nous mène à Saint-Louis avec ce constat. Des talibés ont remplacé des jeunes filles aux travaux domestiques et pour cause, ces dernières ont déclaré forfait depuis qu'elles arrivent à trouver du travail au niveau des agro-industries. Une situation qui pousse donc les employeurs à se rabattre sur de petits talibés pour pallier le manque dans la vieille ville. Le phénomène chagrine ONG et maîtres coraniques qui disent non à la traite des enfants. Ousseynou Diop, Habib Sek. À Saint-Louis, depuis l'ouverture des filières agricoles, les filles ont préféré aller travailler là-bas pour gagner plus que de rester dans les maisons comme domestiques. Résultat, les familles se rabattent sur les jeunes talibés pour les travaux domestiques. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que quelque part, une certaine catégorie d'enfants que l'on désigne souvent sous le vocable de talibé a pris la place de ce qu'on appelait les domestiques et les bonnes dans pas mal de maisons. On les trouve dans pas mal de petits travaux. En tout cas, on les retrouve là où on ne doit pas les retrouver en train de faire un travail qui n'est pas le leur. La situation est alarmante dans le nord du pays. Les maîtres coraniques tirent sur la sonnette d'alarme. C'est un fait déplorable. Nous sommes au courant de ce phénomène depuis quelques mois. Nous rappelons aux femmes que les enfants talibés, leur rôle est d'apprendre le Coran. C'est un phénomène inquiétant. C'est la raison pour laquelle nous lançons un cri de cœur pour que cela cesse le plus rapidement possible. Ce phénomène inquiète même la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En visite à Saint-Louis, ses membres ont rencontré les autorités locales, les responsables des structures de prise en charge des victimes de traite et les organisations religieuses. Mais quand il s'agit des pères et des mères de famille qui sont censés protéger ces enfants et qui eux-mêmes utilisent ces enfants déjà vulnérables comme personnel domestique, nous avons un problème. Alors, pour y remédier, parmi les solutions préconisées, c'est de renforcer la sensibilisation. La loi, elle est là de toutes les façons et les mécanismes sont mis en place par l'État pour punir ces criminels parce que exploiter des enfants, c'est une activité criminelle, c'est un acte criminel, il faut l'appeler comme tel. La formation des jeunes fait défaut. Dans les prochaines années, ces talibés seront confrontés au chômage et pourtant à Saint-Louis, l'État continue d'accompagner les jeunes dans la formation. Nous venons de former les 30 formateurs qui vont quand même renforcer les capacités des autres bénéficiaires. C'est une formation quand même qui a pris 4 jours parce qu'il s'agissait de passer en revue les modules techniques et les modules entrepreneuriat. Aujourd'hui, de jeunes talibés travaillent dans les maisons. Autorités locales et ONG doivent désormais travailler en synergie pour protéger les enfants. Le Fouladou dit non aux violences basées sur le genre. La récurrence de ce phénomène inquiète dans la région. Le réseau africain pour le développement intégré a décidé de réagir. Il vient de mettre en place un projet destiné à contrecarrer ce fléau. Les communes de Médina Yoro Fula et Bonkonto ont été désignées pour l'abriter. Abdoulaye Diallo. Selon ONU Femmes, plusieurs recherches ont montré que les femmes sont proportionnellement plus touchées par les violences que les hommes. Elles sont également plus lésées dans l'accès aux services de la justice. Et malheureusement, ces deux facteurs ont une ampleur dans la région de Kolda. Fort de cela, le réseau africain pour le développement intégré, RADI, en consortium avec l'association des juristes sénégalaises et UVS, met en œuvre avec l'appui technique et financier de ONU Femmes un projet contre les violences basées sur le genre au Fouladou, notamment dans la commune de Bonkonto, située dans le département de Vélingara et à Médina Yoro Fula même. Kolda est considéré comme une priorité du gouvernement sénégalais en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aussi une priorité pour nous en tant qu'ONG parce qu'on est déjà dans la localité avec d'autres projets de lutte contre les violences faites aux femmes.
parce qu'on s'est rendu compte que le phénomène est tellement pressant dans la zone qu'il faut agir, mais agir en synergie. Nous avons installé des comités de plaidoyer à Médina Yoro Foulah et à Bonkonto. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous valider l'argumentaire et les plans d'action de plaidoyer. D'où une session de renforcement de capacité des membres des comités de plaidoyer. Un partenariat avec les femmes qui consiste à renforcer les capacités des femmes et des associations de Bonkonto et de Médina Yoro Foulah sur la lutte contre les violences basées sur le sexe et qui touchent particulièrement la région de Kolda. Les comités qui sont créés doivent agir, mais de manière organisée. C'est pour ça qu'il leur faut un plan d'action, mais également un argumentaire de plaidoyer. Parce qu'ils ne peuvent pas forcer les gens, ils ne peuvent que convaincre. Donc il faut qu'on renforce la capacité en technique de plaidoyer. Toutes les couches de la communauté, à savoir les femmes, les jeunes, les religieux, les intellectuels, sont invités à s'impliquer pour barrer la route à ces pratiques néfastes. Pèlerinage à la Mecque, c'est une délégation générale qui va désormais se charger du voyage au lieu saint de l'islam, une décision au sortir du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi et qui suscite beaucoup d'espoir auprès des voyagistes privés. Ils espèrent qu'avec cette nouvelle institution, les difficultés liées à l'organisation du Hajj seront de l'histoire ancienne. Ibou Diouf. La commission qui avait en charge l'organisation du pèlerinage à la Mecque passe en une délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Une décision issue du dernier Conseil des ministres et saluée par les voyagistes privés du Sénégal. C'est ce qu'on attendait, c'est venu à son heure et donc on s'en félicite. Une délégation, je crois que c'est un pouvoir plus important qu'une agence, qu'une commission. Bon, c'est comme tu parles aujourd'hui, une société SA et tu parles d'une association. Le président de la République dit inclusive et participative, une gestion inclusive et participative. Depuis notre arrivée du Hajj 2015, nous sommes associés à toutes les prises de décision. Nous savions qu'on allait arriver à la nomination d'une délégation générale. Pour les responsables du consortium des organisations privées pour le Hajj et la Umrah, cette délégation permettra à l'État du Sénégal de mieux gérer la question du Hajj. On espère que cette délégation générale prendra en compte le pèlerinage du Sénégal, la réorganisation du privé, la prise en charge effective du pèlerin en général à l'étape de Dakar et en terre saoudienne. Pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam édition 2016, le nombre de pèlerins sénégalais a connu une hausse. Actuellement, cette année, les privés, nous-mêmes, nous convoyons 9000 pèlerins. L'État du Sénégal convoie 1500. Donc, on a l'espoir ferme que cette nomination, ces changements ne seront que positifs pour le pèlerin. Cette agence-là, moi je crois qu'ils vont faire appel à des professionnels. Parce que quand même, il y a les agences de voyage, il y a les organisateurs, et donc je crois qu'ils vont nous faire part de cette agence. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres du 30 mars a adopté le projet de décret portant création de cette délégation. Entre autres innovations, les inscriptions pour le Hajj 2016 démarrent 4 mois avant le départ du premier vol pour la Mecque. Allez, parlons un peu politique dans ce journal. La coalition pour l'émergence, dirigée par Maître Ousmane Sey, se réjouit de la victoire du oui au référendum. Elle invite l'opposition à savoir raison garder. Les membres de l'organisation étaient en conférence de presse. Adiatala Youssoubaro pour le compte-rendu. La coalition pour l'émergence a attendu la proclamation des résultats officiels pour exprimer sa satisfaction de la victoire du oui et tirer sur le front du non. Le référendum, c'est une consultation populaire. Le camp du non en a fait une élection pour ou contre Macky Sall. Et à leur détriment, à leurs frais, à leurs dépens. Parce que finalement, le camp du oui l'a emporté à 62,9%. Ce référendum a été vicié. Le camp du non a
initier une campagne fondée sur la calomnie, fondée sur la désinformation, fondée sur l'intoxication. La page du référendum tournée, les membres de l'organisation favorable à la mouvance présidentielle pensent que l'heure est au dialogue politique et celui-ci interpelle tous les acteurs. Le président Macky Sall a toujours appelé au dialogue. Et il y a des partis politiques qui ont toujours refusé de répondre à son appel. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que j'ai dit, avec l'adoption par le peuple sénégalais du statut de l'opposition et de son chef, il y aura une loi pour mettre en œuvre le statut de l'opposition et de son chef. Et à partir de ce moment, le pouvoir ne pourra plus ignorer effectivement l'opposition. Parce que l'opposition a un statut, a un chef. Et quand il s'agira de prendre des décisions d'intérêt national, le pouvoir sera obligé de consulter l'opposition. Et je crois que c'est une avancée démocratique extraordinaire. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas dialoguer pour dialoguer, mais dans ce cas précis, le dialogue politique, effectivement, est instauré constitutionnellement. La CPE, qui déclare avoir joué sa partition dans la victoire du oui, compte œuvrer pour le renforcement et la consolidation de la coalition Benno Bokk Yakaar, à son élargissement également dans les communes, outre l'ouverture de cette coalition à d'autres partis politiques. Le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie est en visite chez nous. André Valigny s'est rendu au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics. Sur place, il s'est dit satisfait de la construction de ce centre qui, selon lui, est un bel exemple de coopération intelligente entre la France et le Sénégal. Ousseynou Thiam, Biradiagne. Accompagné de ses proches collaborateurs, le secrétaire d'État français au développement et à la francophonie a procédé à la visite du centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics SIS à Diamniadio. Après être imprégné des activités au niveau des différents ateliers de ce centre de formation appuyé par l'Agence française de développement, André Valigny a magnifié l'exemple de coopération entre la France et le Sénégal dans le domaine de la formation des jeunes. Et ce que je viens de visiter ce matin, ce centre de formation dans les métiers du bâtiment, des travaux publics, de l'automobile aussi, de la construction en général, tout ça me remplit d'une grande satisfaction. Parce qu'en France, comme au Sénégal, comme dans tous les pays, le plus important c'est de former la jeunesse. C'est de lui donner un métier, de lui donner un bon métier dont on est sûr qu'elle pourra en tirer profit tout au long de sa vie. C'est ce qu'on appelle de la coproduction, de la bonne coproduction. Avec le financement de l'AFD pour un montant de 4,9 milliards, le ministère de la formation professionnelle est en train de construire 3 nouveaux centres sectoriels de formation dans un cadre de partenariat public-privé. Ce centre s'étend sur 2 sites. Il y a le site de Diamniadio et le site de Diama. Le site de Diamniadio porte sur la maîtrise énergétique d'abord, sur la mécanique auto, le poids lourd, les 2 roues et les moteurs hors bord. Nous comptons finir les travaux de génie civil d'ici fin août, fin septembre. Et nous comptons aussi équiper l'ensemble de ces centres en fin d'année pour permettre une ouverture correcte de ces 2 centres. Un projet d'appui au renforcement de la qualification des ressources humaines par la formation professionnelle inscrit dans le plan Sénégal émergent et qui est dans sa 2e phase. Vous venez donc de le voir sur ces images. Le secrétaire d'État français au développement à la francophonie en visite dans ce centre de formation professionnelle. Il y a été accueilli par Baba Cicero qui en est le directeur. Monsieur Cicero qui est convaincu qu'avec la formation de qualité dispensée dans cet établissement, eh bien, les phénomènes d'effondrement de bâtiments constatés seront bientôt derrière nous. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Ousseynou Thiam et Biradiagne. Au Sénégal, quand une personne arrive à trouver un terrain, il fait des économies pour essayer de construire sa maison. Une fois que tout cela est réuni, il ne cherche pas, disons, un ouvrier spécialisé, un ouvrier qui connaît. La première question qu'il pose à son voisin, quel est ton maçon? Et malheureusement, ces maçons, il leur manque, disons, un apport théorique qui leur permet un peu de connaître un peu quelles sont l'utilité de chaque élément du bâtiment. Et comme vous dites si bien, le centre va venir répondre, disons, à cette problématique des effondrements de bâtiments. Sachez que les ouvriers du bâtiment, ils sont quand même compétents. Bon, il leur manque quelque chose. Et c'est à nous de l'apporter.
Bienvenue dans la page des sports. La Fédération des peuples de l'eau veut renouer avec les régates. Bargny va abriter la première compétition. Ce sera le 4 avril prochain. L'innovation pour cette première, les rameurs seront désormais rémunérés à hauteur de 20 000 francs. La pirogue gagnante, quant à elle, pourrait décrocher une timbale allant de 600 à 800 000 francs CFA. La fédération faisait face à la presse, compte rendu signé Chartidiane Diao, Tierno Laurent Mendy. Mettre fin à la léthargie et fédérer les peuples au bord de l'eau, c'est l'objectif fixé par la Fédération des peuples de l'eau. Bargny va accueillir la... Les régates, d'abord, c'est le sport de chez nous, qui est pratiquement très culturel, aimé par tous les Sénégalais, et donc qui a disparu depuis certains temps, depuis pratiquement une dizaine d'années. Et donc maintenant, la Fédération des peuples de l'eau est venue maintenant pour rehausser vraiment les régates. Pour rendre attractives les régates, Palambeng et compagnie ont décidé de rémunérer les rameurs et récompenser la pirogue gagnante. Ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un enjeu financier et on a décidé de payer les rameurs et payer les pirogues. Le prix des compétiteurs, c'est 20 000 francs par rameur, qui n'a rien à voir avec le paiement des pirogues. Les pirogues, c'est entre, il y a 500, 600, 800 000 jusqu'à 1 million. 60 000. L'insécurité, longtemps considérée comme le talon d'Achille des régates, la Fédération des peuples de l'eau dit avoir fait le nécessaire pour sécuriser les compétitions. On a pris toutes les dispositions. La gendarmerie qui va nous protéger la mer, parce qu'il y a une brigade maritime qui nous ont donné leur accord qu'ils vont venir sécuriser. Et il y a les sapeurs-pompiers aussi, nous remercions le général, donc, qui vont venir aussi sécuriser. Et donc, il y a la police aussi, qui sécurise les lieux. Et donc, on a pris toutes les dispositions sécuritaires, vraiment, qui vont nous permettre de réussir cette manifestation. Les peuples de l'eau vont ainsi renouer avec les régates en espérant montrer toutes les facettes de leur culture et attirer ainsi les touristes. En basket, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal ont vécu Jeanne d'Arc National 2, Mbour Basket National 1. La logique a été respectée. Les Mbourois se sont imposés 55 à 54 pour décrocher leur qualification au bout du suspense. Un compte rendu signé Chersadi Boudiara, Pafaragning, Younous Diata. La Jeanne d'Arc passe tout près d'un exploit. La pensionnaire du National 2 mène au score pendant 3 quarts et demi avant de s'écrouler devant Mbour Petite Côte. C'est même dans les 30 dernières secondes que les Mbourois vont s'imposer sur la plus petite des marques, 55 à 54, dans un match alléchant. Extrêmement difficile, extrêmement difficile. Du début jusqu'à la fin, on a été malmené par une très bonne équipe de la GIA. Mais vers la fin, on a usé d'expérience pour sortir vainqueur de ce match. Mais je félicite l'équipe de la GIA parce que c'est une équipe en devenir. Et je pense que lors du championnat de 2e division, je pense que cette équipe-là fera un très bon parcours. Le coach adverse, à 6 minutes de la fin, a pris tout 7 ans moi. Moi, je n'en avais pas pris. Alors c'est dans les toutes dernières minutes, dans les 2 dernières minutes, que j'ai usé de ces temps moi et ça a réussi. Donc effectivement, donc l'expérience a prévalu. Je travaille pour le maintien. Déçu par le résultat, malgré le bon match de ses joueurs, l'entraîneur de la Jeanne d'Arc fustige aussi un fait d'arbitrage. Ils ont pêché sur le plan de la jeunesse. Il y a notre meneur, il y a notre numéro 9 ou 6, Flip, qui a perdu des balles faciles. Ça se paye dans un match de basket. Le basket, si tu perds des balles faciles, des mauvaises passes, en fin de match, ça se paye cash. Maintenant, le plus grand scandale, c'est l'arbitre sur le ballon de 3 points là. Il les a donné 5 points. C'est lui qui nous a fait perdre. On a tiré, il a tiré une faute d'attaque et il les a donné 2 lancers francs. Et il a fait revenir l'équipe à 54, 53. Ça, c'est scandaleux. Je n'ai pas l'habitude de parler, mais il faut que je le signale. Il faut que les arbitres apprennent à bien siffler. Mbour Petite Côte est en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Une bouffée d'oxygène pour l'équipe mbouroise en difficulté dans la National 1 cette saison.
Qualification de Mbour Petite Côte à l'arraché. Nous restons sur les parquets pour parler du dernier match de la 8e journée du National 1 féminin. ASC Bob bat Kaolack BC 60-44. Une victoire acquise grâce au tir primé selon Khadim Fam, l'entraîneur de l'ASC Bob, qui se réjouit d'avoir atteint l'objectif du club cette saison. Ses propos sont recueillis par Chertidiane Diao, Chersadi Boudjara et Younous Diata. C'était pas facile. Vu le score, c'était pas facile. Ils avaient besoin d'une victoire. C'est pourquoi le match était un peu difficile pour nous. On avait besoin des 2 points. Aujourd'hui, on a eu un apport offensif, comme vous avez vu, Mati Diop qui nous a beaucoup aidé avec les tirs primés. C'est déjà une saison réussie. Vu l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de maintenir cette équipe en première division. C'était ça l'objectif. Mais le bon Dieu nous a un peu glorifié de quelque chose qu'on est en play-off. Voilà qui met fin donc à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. Et tout de suite, la suite des programmes, c'est dans Permanence avec Bouba.